Imaginons une scène l'espace d'un instant. C'est une immense course, un marathon olympique d'un genre vraiment inédit. D'accord, je visualise bien l'idée. La ligne de départ est magnifique, baignée de lumière. Et le positionnement est d'une parité absolue. Des milliers de garçons et de filles sont alignés côte à côte, les regards hyper concentrés. L'énergie doit être totalement palpable. Mais complètement palpable. Le coup de feu retentit et la foule exulte. Les 5 premiers kilomètres sont spectaculaires. Non seulement les coureuses tiennent la cadence de manière remarquable, mais en observant bien la tête du peloton, on s'aperçoit que ce sont elles qui mènent la danse. Elle dicte le rythme en fait. Voilà, elles dictent le rythme. Et puis, la course se poursuit. Mais soudainement, au fil des kilomètres suivants, un phénomène totalement incompréhensible se produit. Sans qu'il n'y ait le moindre mur de briques sur la piste, Aucun obstacle visible. rien du tout. Sans aucun fossé qui barrerait la route, sans la moindre barrière physique visible pour les spectateurs, la moitié de ces coureuses de tête se retrouvent mystérieusement détournées du parcours. Elles disparaissent, littéralement. C'est ça, elles s'évaporent de la course principale bien avant d'apercevoir la ligne d'arrivée. Ça n'a aucun sens d'un point de vue sportif, on est d'accord? C'est même absurde. Eh bien, selon les documents que nous examinons pour notre exploration du jour, ce scénario n'a rien d'une fiction. C'est exactement ce qui se déroule actuellement pour les esprits les plus brillants d'un pays tout entier. C'est une métaphore vraiment frappante. Bon, décortiquons ça, parce que c'est le cœur de notre analyse. Nous plongeons aujourd'hui dans des notes et des extraits fascinants tirés d'un texte intitulé « Éduquer une fille, bâtir une nation ». Le défi sénégalais. Un texte riche, très riche en enseignements. Absolument. La mission de cette plongée, c'est de comprendre la réalité de l'éducation des filles au Sénégal en cette année 2026. Pourquoi un départ aussi prometteur se transforme-t-il souvent en un parcours d'obstacles fantômes? Et surtout, comment la nouvelle génération est en train de réécrire les règles. Oui, Exactement. Il y a un célèbre dicton abordé dans nos sources qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». et cette métaphore du marathon capte de manière saisissante l'essence de ce dicton. Ce qui est captivant avec cette image, ce n'est pas seulement le mystère insoluble de ces disparitions en plein effort, Non, c'est qu'elle nous oblige à regarder l'environnement autour de la course. totalement. Pour aller au bout de cette logique, nos notes nous indiquent qu'il ne faut pas uniquement se lamenter sur celles qui quittent la piste. Il faut observer avec une attention chirurgicale celles qui, aujourd'hui, parviennent à franchir cette ligne d'arrivée. Parce que leur profil a complètement changé. C'est ça. La nature même de leur victoire et les outils qu'elles utilisent pour l'atteindre ont subi une mutation vraiment spectaculaire. Mais avant d'analyser ce problème et d'arriver à ces nouveaux outils, je pense qu'il faut d'abord comprendre à quel point le point de départ est une victoire. Le démarrage du marathon, oui. Exactement. En fait, j'ai dû relire cette section de nos notes à 2 reprises quand je préparais l'émission. Les chiffres sont étonnants. Ils sont catégoriques. Au Sénégal, en 2026, la parité est quasiment atteinte à l'école élémentaire. Les petites filles vont, elles remplissent les classes. Ce qui est déjà une évolution majeure. C'est monumental en soi. Mais voici le détail crucial de nos sources. Elles sont extrêmement motivées et surtout, elles réussissent très souvent mieux que les garçons lors des tout premiers examens. Elles dominent le début de la course. C'est ça. Mais du coup, j'ai une question. Si les filles sont plus performantes à ce stade, si le moteur tourne à plein régime au démarrage, comment expliquer que la machine cale plus loin? C'est toute la contradiction du système. Et cette réussite précoce, c'est une donnée fondamentale. Elle prouve que la volonté et la capacité intellectuelle sont massivement présentes. L'idée reçue selon laquelle elle serait, je sais pas, moins faite pour les études longues, elle est complètement pulvérisée par ces chiffres. Pulvérisé exactement. Ce succès à l'école élémentaire prouve de manière irréfutable que la défaillance ne provient pas d'un manque de compétences de ses élèves. C'est pas elle le problème. Non, pas du tout. Ce n'est pas un problème de capacité. C'est bien une faille structurelle qui intervient après cette première étape. L'environnement qui les entoure se modifie à mesure qu'elles avancent. Ce qui nous amène directement au cœur de ce problème et à un terme qui m'a beaucoup marqué dans les sources. Le syndrome de l'entonnoir. Ah, l'entonnoir. Un terme très fort. Très fort et très visuel, les documents expliquent que plus on avance vers le collège, puis le lycée et enfin l'université, plus les rangs des filles s'éclaircissent. C'est un rétrécissement constant. Ouais, le fameux entonnoir.
C'est comme essayer de verser tout un océan de potentiel, d'intelligence pure dans... Dans une bouteille au goulot minuscule. C'est ça, la perte de matière est juste inévitable. Le système déborde, il n'arrive pas à absorber tout ce potentiel. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est vraiment le côté tragique de cet entonnoir. Le texte source mentionne que les freins à cette progression sont, je cite, réels et multiples. Et c'est là que j'ai bloqué pendant ma lecture. Ah oui? Pourquoi? Parce que les sources ne listent pas ces freins. À aucun moment, ils ne font une énumération claire des obstacles spécifiques. Et honnêtement, ça m'a semblé être une énorme lacune. Je comprends cette réaction. On aime avoir des coupables clairs. Bah oui, comment on peut régler un problème si le texte refuse de détailler, si c'est, je sais pas, un manque de bus scolaire ou autre chose? C'est contre-intuitif, oui. Mais le fait que les auteurs ne dressent pas une liste exhaustive, c'est justement ce qui révèle la nature du problème. La multiplicité de ces freins non nommés signifie qu'il s'agit d'un problème systémique. Systémique. C'est-à-dire? Si on reprend notre métaphore du marathon, imaginez que ces freins multiples, c'est pas un mur sur la route, c'est plutôt comme la résistance de l'air. La résistance de l'air. Donc un truc invisible. Exactement. Quand vous marchez, l'air n'a aucune consistance. Mais dès que vous commencez à courir vite et que l'exigence augmente avec les kilomètres, l'air s'épaissit. Il devient lourd. Il pèse sur vous. Vous ne heurtez aucun mur physique, mais chaque pas demande une énergie folle. L'évaporation de ces talents, ce n'est pas un choix de la part des jeunes filles. C'est une friction globale. Voilà, c'est une friction globale du système scolaire classique qui les épuise à mesure que le niveau d'études augmente. Je vois. Donc on n'est pas du tout sur une perte d'ambition, on est sur un épuisement causé par le milieu lui-même. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que perdre ce potentiel, c'est pas seulement triste pour ces jeunes filles à titre individuel, ça change la nature même du problème à l'échelle de tout le pays. Il y a un glissement d'échelle, oui. Exactement. Les sources expliquent qu'il y a une idée fausse énorme à combattre ici. Souvent, on voit ça comme un sujet purement humanitaire. On se dit que c'est juste une question de droit des femmes. C'est ça, la bonne conscience sociale. Mais le texte dit que non, c'est avant tout un moteur de développement économique. Réduire cet enjeu à une simple question d'éthique, c'est une erreur de calcul colossale. C'est même un aveuglement économique. Et c'est très lié au titre du texte, en fait. Bâtir une nation. Oui, bâtir. Aucune nation, aucune économie aujourd'hui ne peut optimiser son développement si elle se prive volontairement de la moitié de ses cerveaux les plus brillants. Celle qui gagnait la course au début, rappelons-le. Précisément, c'est mathématique. Le développement économique est littéralement entravé par cet entonnoir. Vous ne pouvez pas faire tourner un pays à plein régime si vous laissez la moitié de vos talents sur le bas-côté. C'est un peu comme si un entraîneur de foot arrivait en finale de la Coupe du Monde et décidait de laisser ses meilleurs attaquants dans les vestiaires. C'est une stratégie perdante, Complètement suicidaire. On a besoin d'innovation, de leadership, et l'entonnoir filtre tout ça. d'autant plus que l'économie moderne ne demande plus seulement des bras ou de la force de travail basique. Elle demande une expertise de pointe. Exactement, et c'est ce qui nous amène à la nouvelle vague d'étudiantes sénégalaises décrite dans les documents. C'est un véritable changement de paradigme. De l'alphabet au code. C'est ça, le Sénégal mise désormais sur l'excellence. On observe une nouvelle vague de jeunes filles qui brillent dans des concours extrêmement prestigieux. Les sources parlent de Miss Mathématiques, de Miss Science, c'est ça? Oui, et ces concours ne sont pas juste des prix honorifiques, ce sont des symboles forts, parce que leurs ambitions ont totalement évolué. Ah oui, le contraste est spectaculaire. Si on regarde l'ancien modèle, le but c'était la survie scolaire, quoi. S'assurer qu'elles sachent juste lire et écrire. L'alphabétisation de base, oui. Avec l'accès au numérique et au codage, elle vise les postes d'ingénieurs Des docteurs, des entrepreneurs. et des expertes en cybersécurité. Enfin, on passe de la leçon de lecture à la domination technologique globale. C'est une transformation radicale. Mais du coup, j'ai une question pour vous. En quoi ce basculement, le fait de passer de l'alphabétisation vers le codage, en quoi ça change les règles du jeu face à notre fameuse entonnoir? C'est la clé de toute cette analyse, en fait. Cette métamorphose, elle contourne les règles. L'accès au numérique ouvre des portes qui sont fondamentalement différentes de celles du monde physique. Donc, ça échappe à la friction de l'air dont on parlait. Exactement. Le cyberespace permet de contourner certains freins physiques et sociaux de l'ancien modèle. Le code est neutre. Il s'en fiche de savoir qui tape sur le clavier.
Totalement. Que vous soyez un garçon ou une fille, que vous soyez dans la capitale ou dans un village, la machine réagit à la compétence pure. C'est une véritable prise de pouvoir par la compétence technologique. C'est incroyable. L'ordinateur devient un outil pour enjamber les obstacles du système classique. Elle s'impose là où la friction de l'entonnoir ne peut plus les atteindre de la même manière. Quand on fait le bilan de notre exploration du jour, le chemin parcouru est juste vertigineux. C'est une trajectoire fascinante. On part d'un espoir immense avec cette parité et cette excellence à l'école élémentaire. Ensuite, on percute la dure réalité de l'entonnoir institutionnel qui freine tout le développement économique du pays. Cette fameuse résistance de l'air. Et on termine sur l'incroyable résilience de cette nouvelle génération qui se tourne vers l'excellence scientifique et la cybersécurité pour disrupter le système. Mais attention, il y a un point crucial dans les notes qu'il ne faut surtout pas oublier. Lequel ? Le lieu où se déroule ce combat. Cette transformation, elle ne se décrète pas uniquement dans les bureaux des ministères à Dakar. Ah, ça, je suis vigoureusement d'accord, hein. Les sources sont claires, cette victoire se gagne sur le terrain Dans chaque village. et dans chaque maison. C'est une appropriation très intime de la technologie au niveau familial. C'est autour de la table du salon que tout bascule. Ça donne une dimension tellement puissante à ce mouvement. C'est là que se bâtit vraiment la nation de demain. Ce qui m'amène à une pensée finale, une idée un peu provocatrice que cette lecture m'a inspirée. Allez-y, je suis curieux. Cela invite chacun à se poser une question vertigineuse. Si toutes ces jeunes filles visent massivement les secteurs immatériels, le codage, le numérique, justement parce qu'elles y trouvent un espace libéré des pressions sociales, Oui, est-ce qu'il est possible que l'apprentissage en ligne finisse tout simplement par rendre le système scolaire classique complètement obsolète ? c'est une vraie question de fond. Si le collège et le lycée physique restent cet entonnoir rempli d'obstacles invisibles, le cyberespace ne pourrait-il pas devenir le nouveau et peut-être le seul terrain d'égalité ? Un espace où on pourrait enfin s'éduquer sans friction. Exactement. Le véritable endroit où s'éduquera et se bâtira la nation de demain, sans perdre personne en cours de route. C'est une perspective qui bouscule beaucoup de certitudes. C'est une réflexion fascinante à creuser pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse détaillée. C'était un plaisir de décortiquer ces notes. Et rappelez-vous qu'il est essentiel de rester toujours curieux face aux évolutions inattendues de notre monde. À très bientôt pour une nouvelle plongée.